Salam alaikum et bienvenue à tous dans votre chaîne Prépa IPIS dans le monde de Prépa Plus qui est destiné pour les étudiants des classes préparatoires et généralement les candidats au concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs tunisiens. Dans cet deuxième épisode sur ce sujet de Math 1 pour la session 2024, on traite dans cette épreuve la deuxième partie pour ce concours-là. On fait l'étude d'intégrabilité pour la fonction G sigma définie, bien sûr, dans les énoncés, des encadrements qui nous permettent de trouver un équivalent simple de reste de l'intégrale de cette application, afin de prouver finalement la branche hyperbolique, de la transformer de la place de cette dernière. Bon, prenez votre temps pour traiter le sujet, vous trouverez le lien dans la description de vidéo. Si tu es proche de la date de concours, c'est bien d'utiliser un chrono en quelque part pour se mettre dans les conditions d'examen et améliorer votre rythme avec le temps. Si vous avez des questions, des interrogations en quelque part, préparez-le. La deuxième partie démarre maintenant. C'est parti. Bon, au début de cette deuxième partie, on pose pour sigma strictement positif des applications qui sont définies sur R, G sigma et grand G sigma. Et dans notre première question de cette partie-là, c'est-à-dire c'est la question 7 de concours, on va essayer de vérifier que l'application G sigma est intégrable sur R. Bon, l'intégrabilité ici, je pense que on n'a pas grand-chose à démontrer. Il suffit de voir la continuité de cette application-là. Et c'est bon de le comparer avec une intégrale de Riemann au voisinage de plus ou moins l'infini. Donc voilà, l'application G sigma est contenue sur R et au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Elle est négligeable devant 1 sur x carré. Bon, ça c'est simple. Bien sûr, l'exponentielle va imposer sa limite sur le polynôme. C'est bon, qui donne bien que G sigma est intégrable sur toute la droite réelle. Bon, vous remarquez bien que c'est une question simple. Déjà dans le rapport, on remarque très bien que la plupart ne fait pas attention juste à mentionner la continuité par morceau de la fonction, mais c'est une question qui est traitée par presque toutes les copies d'une façon, si vous voulez, un peu non complète, hein, d'accord? C'est bien. Donc la huitième question maintenant, c'est une déduction sur l'application grand G sigma de x. Pourquoi il est bien défini sur toute la droite réelle. Bon, c'est une déduction, je pense qu'elle est simple de la question 7, vu qu'on a démontré l'intégrabilité de l'application petit G sigma sur toute la droite réelle. Et ici, pour dire que grand G sigma de x est bien défini, il suffit de voir que l'application est, voilà, que l'intégrale plutôt est convergente et comme condition suffisante, c'est l'intégrabilité sur moins l'infini x. Mais moins l'infini x, c'est juste une partie de R, ok? Donc l'intégrabilité sur R nous donne l'intégrabilité sur ce domaine, et c'est quel que soit x. Donc comme l'application G sigma est intégrable sur R, alors tout simplement, cette intégrale est convergente, quel que soit x appartient à R, qui donne bien que G sigma est bien défini sur R, et c'est qu'il faut bien sûr démontrer. Concernant, comme d'habitude, les remarques de rapport de concours, bon, cette question-là, c'est une simple déduction qui est traitée par presque toutes les copies. Bon, voilà, en ce qui concerne ces deux questions-là, en général, ce sont des questions simples, donc, qui sont traitées par la plupart. On passe maintenant pour la question suivante. Alors, pour la 9e question, il vous demande de justifier que l'intégrale de G sigma est égale à 1.
Bon, rappelons tout d'abord l'expression de G sigma, c'est cette application qui est x associe exponentielle moins x au carré sur 2 sigma carré, normalisée par 1 sur sigma racine de 2 pi. Et rappelons aussi qu'on a démontré, bien sûr, dans les questions précédentes, que l'intégrale de Gauss, donc cette intégrale, il vaut racine de pi sur 2. Bon, je pense que l'idée, elle est simple ici. Il suffit de faire ce petit changement de variable. Donc ici, vu que il suffit de voir que ce x sur racine de 2 sigma, donc ça c'est notre t et ça va. Le résultat découle, donc ça va. L'idée n'est pas délicate. C'est un simple changement de variable. Bon, ici, on a joué sur 0 l'infini, alors que G sigma, on va travailler sur R. La parité de l'application, je pense, donne bien la solution. Alors, ici, on va dire tout simplement en effectuant le changement de variable u est égal t sur sigma racine de 2, on obtient très bien que l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de g sigma est égale à tout d'abord 2 fois cette intégrale, c'est par parité, et avec notre changement de variable, c'est égal bien sûr à 2 sur racine de pi, l'intégrale de moins u carré du, et ça c'est égal à 1, ce qu'il faut démontrer. Bon, ici dans notre rapport concernant cette question-là, on a très bien remarqué tout d'abord que la question est traitée par la grande majorité. Il y a toujours quelque chose qui manque dans la rédaction, c'est quoi? C'est que dans pas mal de copies, le candidat, on trouve qu'il utilise la parité sans l'indiquer, bien sûr. C'est ici, donc lorsqu'on dit que l'intégrale 0R est égale à 2 fois l'intégrale sur 0 l'infini, c'est basé sur la parité de l'application G sigma. Bon, c'est bien. On passe après à la 10e question. Il te dit que pour x positif et t supérieur ou égal à x, comment on vérifie tout d'abord cette inégalité pour arriver finalement à majorer l'intégrale entre x et l'infini de g sigma par g sigma sur x, bon, multiplié par sigma carré. Tout d'abord, l'idée ici, je pense que elle est claire, Yani. Donc il dit que t est plus grand que x, c'est que le t sur x, et on peut diviser évidemment vu que x est positif, est plus grand que 1. Donc c'est tout simplement, tu vas multiplier par g sigma à droite et à gauche. Donc c'est pour x positif et t plus grand que x, comme on a dit. Le t sur x est plus grand que 1. Et comme g sigma est positif, il faut dire ça. Donc, l'histoire de signes, lorsque tu fais des multiplications en quelque part, n'oublie pas toujours de parler, bien sûr, de signes de, je sais pas, de l'application ou de constante par lequel tu multiplies. Et c'est bon. On obtient très bien ce qu'on veut, c'est-à-dire, c'est que la première partie de question est traitée. Bon, je pense ici que l'idée de la question, si vous voulez, 10 pour sa deuxième partie, il est clair pourquoi on a besoin de cette vérification, vu que lorsque tu arrives à une forme de t fois g sigma de t, donc n'oublie pas que le g sigma c'est un exponentiel moins t carré sur 2 sigma carré normalisé, en ajoutant un t parce que tu peux pas bien sûr calculer la primitive de ça, vu que la dérivée de t carré en quelque sorte c'est quelque chose fois t, donc ici on a besoin d'un t avec l'exponentielle pour calculer l'intégrale. Et c'est exactement l'idée de faire cette majoration et qui passe après pour l'intégrale pour avoir un t fois g sigma de t dans votre intégrale, bien sûr, et ça devient calculable. Bon, voilà, ça c'est l'idée de la question, bien sûr, voilà, de la deuxième partie de la question 10. Donc ici, par suite, on va dire que l'intégrale entre x et l'infini de g sigma, c'est plus petit que l'intégrale
entre x et plus l'infini de t fois j sigma de t sur x dt. Ok. Bon, bien évidemment, sous-entendu que tout est bien intégrable et c'est déjà justifié, d'accord? Or, l'intégrale entre x et l'infini de t sur sigma ou la t sur x j sigma, comme j'ai dit, lorsque tu as ajouté ce t-là, ça devient bien sûr calculable. Donc, c'est l'intégrale de x à l'infini de t exponentielle moins t2 sur 2 sigma 2, donc multiplié par ce constante-là, qui ne dépend pas, bien sûr, de t, c'est à l'extérieur. Et ça, c'est évidemment 1 sur sigma racine de 2 pi x. Et vous avez un moins sigma carré exponentielle moins t carré sur 2 sigma carré entre x et l'infini. C'est bon, on sait bien c'est quoi une primitive de ça. Et on calcule très bien notre intégrale. Et ça devient bien sûr sigma carré sur x, j sigma de x. Et c'est exactement la question demandée. Parlons un peu, si vous voulez, ce qu'on a trouvé dans les copies des étudiants, donc dans notre rapport. La première partie de passage est évidente, c'est traité par presque tous les copies. C'est la vérification de majoration de g sigma de t par t sur x g sigma de t. Et dans la deuxième partie de questions, elle est traitée par peu de candidats et dans pas mal d'entre eux, il manque le calcul de limite à l'infini pour trouver la valeur de crochet. Bon, c'est-à-dire, vous savez très bien ici qu'il faut calculer la limite de t fois, bon, de t exponentielle moins t carré sur 2 sigma carré pour avoir la limite qu'on cherche concernant le crochet. Donc, tu calcules la limite de cette exponentielle-là et vous avez après la valeur en x. Et ça te donne bien, si vous voulez, ce qui est demandé, c'est que cette intégrale, il vaut sigma carré sur x, g sigma de x. Et ça, c'est notre question 10. C'est bien. Alors, pour la 11e question, on a bien ici une inégalité à démontrer. Donc, de côté, vous avez bien une fraction fois g sigma. De l'autre côté, vous avez un intégral. L'idée n'est pas évident, mais ici, peut-être pour simplifier le travail, ça vaut mieux de travailler avec les dérivés de ces quantités-là. Donc, c'est pour, si vous voulez, arriver à une g sigma en quelque part de ce côté et une fraction fois g sigma de l'autre côté, c'est d'étudier les choses. Bon, peut-être cette question demande une indication. On va dire après, bien sûr, ces choses-là dans le rapport. Donc, on va dire, là, on va poser tout d'abord notre fonction pour x positif, c'est le phi2 de x égale la différence entre ces deux-là. Comme j'ai dit, c'est pour le dériver et voir, si vous voulez, le signe et après, bien évidemment, de savoir c'est quoi le signe de phi2 et c'est exactement, si vous voulez, la question demandée. Donc ici, la dérivabilité de phi2 n'est pas délicat. Donc vous avez un exponentiel ici et une fraction, ça va. Et concernant cette deuxième partie, si vous voulez, elle est bien aussi dérivable. Pourquoi? C'est une primitive en quelque sorte. Et vous avez que le g sigma est continu, c'est bon. Ça donne bien, si vous voulez, la dérivabilité. Donc on va dire ici que phi2 est bien dérivable sur 0 l'infini. Et en calculant la dérivée, c'est bon, on trouve que c'est égal à 2 sigma puissance 4 sur x2 plus sigma 2, le tout carré fois g sigma de x. Bon, ici, comme j'ai dit, c'est pour le calcul de la dérivée. Ici, c'est clair. Donc, quand ça, c'est une fraction fois g sigma, ça va. Et pour la deuxième, c'est, bon, que ce soit, tu le vois comme une primitive, sinon, pour les gens que veulent bien travailler avec des primitives sur un intervalle borné, donc il peut bien voir ça, le x, voilà l'intégrale de x à l'infini. C'est ni autre que l'intégrale de 0 à l'infini, moins l'intégrale
de 0 à x, et après, on sait très bien calculer la dérivée de l'intégrale entre 0 et x de g sigma, qui donne bien g sigma de x. Bon, je pense après, donc, l'histoire de signe pour phi 2', ça va, ça c'est positif, c'est un produit de deux quantités qui sont très bien positifs. Bon, par suite, l'application phi 2, elle est croissante, hein, d'accord, sur 0 plus l'infini, et évidemment, elle est plus petit que sa limite à l'infini. Voilà, donc lorsque l'application est croissante, on peut le majorer par sa limite à l'infini. Bon, le calcul de la limite à l'infini n'est pas trop délicat. Donc ici, c'est un reste. Donc la limite à l'infini pour cette intégrale convergente, il faut 0. Et ici, vous avez l'exponentielle qui va imposer sa limite sur la fraction. Et le calcul, c'est bon, il te donne bien 0. Donc le phi 2 de x qui est croissante, il est toujours sur 0 l'infini plus petit que 0. Et c'est exactement ce qu'il faut démontrer. Donc c'est que g sigma de x sur x carré plus sigma carré est plus petit que l'intégrale entre x et l'infini de g sigma de t de t. Bon, on a quelques remarques pour le rapport sur cette question-là. Tout d'abord, comme on l'a dit, c'est une question qui est rarement traitée par les candidats, et peut-être c'est pas une idée directe, donc ils demandent une petite indication, et ça, ce qu'on va dire dans notre deuxième remarque, c'est que peut-être il fallait bien de donner une indication de faire une étude de fonction pour qu'il soit accessible, bon, plus ou moins, donc c'est-à-dire on dit que poser la fonction phi 2 et c'est bon, donc ça pourra éclairer l'idée pour les étudiants pour bien sûr traiter cette question numéro 11. Bon, c'est tout ce qu'on a pour cette question. On passe à la suivante. La question numéro 12, c'est une déduction de fait que 1 moins grand chez sigma de x est équivalent à l'infini à sigma carré sur x fois petit g sigma. Bon, ici, l'idée clé, je pense, ici, pour cette question, c'est de remplacer tout d'abord ce grand chez sigma par son expression, c'est un intégral donc entre moins l'infini et x, et de essayer tout d'abord d'écrire cette expression à gauche sous forme d'un intégral. Et après, on va voir qu'il y a des questions qui donnent bien le résultat. Donc ici, pour un x qui est strictement positif, on peut très bien voir que 1 moins g sigma de x, c'est n'est autre que, donc le 1, c'est l'intégrale entre moins l'infini et l'infini de g sigma de t, ça c'est déjà calculé. Et bien sûr, par définition, grand g sigma, c'est cette expression-là, c'est bon, c'est l'intégrale entre x et l'infini de g sigma. Bon, lorsqu'on arrive à cette étape-là, évidemment, puisque c'est une déduction, c'est logique de essayer d'écrire les choses sous cette forme-là, parce que dans les questions précédentes, on a très bien joué sur cette intégrale-là. Donc, si vous voulez, déjà le mot déduire nous conduit à penser à ce type d'idée. Maintenant, rappelons que dans la question 10, on a trouvé une majoration de cette intégrale. Et aussi, dans la question suivante, la question 11, on a trouvé une minoration. Autrement dit, c'est que l'intégrale entre x et l'infini de g sigma, c'est entre ces deux quantités-là. Et remarquons que lorsque tu vois ici sigma carré sur x et sigma carré x sur x2 plus sigma 2, ces deux quantités-là sont équivalentes. C'est simple de voir ça au voisinage de plus infini. C'est bon, c'est que notre intégrale, elle est entre deux quantités équivalentes, et théorème d'encadrement nous donne bien ce qu'on veut. Donc on va rédiger, si vous voulez, cette idée-là et donner tout d'abord que d'après les questions 10 et 11, on a l'intégrale entre x et l'infini de g sigma, c'est entre ces deux quantités-là.
Il suffit de dire maintenant que au voisinage de l'infini, on a ces deux fractions-là sont équivalentes, donc sigma de x sur x2 plus sigma 2, et sigma au carré sur x. C'est évident qu'ils sont équivalentes à l'infini, bien sûr. Et après, tu vas multiplier par le g sigma de x. C'est bon. Ça va donner que les deux bords sont équivalentes. C'est que au milieu, bien sûr, elle est équivalente à sigma 2 sur x fois g sigma de x. Bon, ce qu'il faut démontrer donc ici dans les rapports de notre, bien sûr, concours, on a remarqué que cette question de conclusion avec le théorème d'encadrement, mais malheureusement, pas mal de candidats perdent le point parce que en remplaçant la partie gauche de l'inégalité par son équivalent, sans, si vous voulez, c'est un remplacement de quelque chose par quelque chose qui est équivalent à cette quantité-là, mais évidemment, ça, c'est pas possible parce que vous avez bien une inégalité, c'est-à-dire c'est une propriété globale, et l'équivalence, bien sûr, c'est quelque chose qui est local. Autrement dit, on trouve très bien que des gens qui écrivent, on a bien ça, par exemple, ok. Or, celle-ci, il utilise par exemple cette équivalence, c'est que celle-ci est équivalente à celle-ci. Alors, cette intégrale, elle est entre ça et lui-même, parce que on a l'équivalence entre ça et ça. Mais c'est pas possible, bien sûr, dès que cette fonction est équivalente à cette fonction, c'est que tu ne peux pas, bien sûr, dans l'encadrement, remplacer cette partie gauche par cette application pour conclure. Donc, bien sûr, c'est pas, bien sûr, vrai mathématiquement. Et dans pas mal de copies, les étudiants utilisent des notations qui n'ont pas de sens en mathématiques, comme le fait que sigma x sur x2 plus sigma 2 donc tend vers une fonction qui tend vers une autre fonction lorsque x tend vers l'infini, et ça bien sûr n'a pas de sens, évidemment une fonction tend vers une limite, mais une fonction tend vers une fonction. Peut-être les gens veulent dire ici l'équivalence, mais il faut écrire les choses correctement parce que bien sûr, le symbole de l'équivalence, c'est pas ça. Donc, il faut bien sûr utiliser le symbole qui est utilisé mathématiquement, mais bien sûr, c'est pas n'importe quel symbole. Donc, en tout cas, donc ici, comme on a dit, il y a des problèmes qui nécessitent, qui nous nécessitent donc à faire des recommandations aux étudiants, que le problème de passage de local au global. Bon, on l'a remarqué déjà dans la concours de l'année précédente et apparemment, il reste toujours donc ce problème-là avec les étudiants, avec un bon nombre d'étudiants. Donc ici, méfiez-vous de ce type de faute. Passons après à la question numéro 13. Dans cette question-là, c'est une question simple en réalité de vérification de l'intégrabilité ou de la convergence d'un intégral donné. C'est un intégral d'une exponentielle en quelque part. Donc ici, pour S appartient à R, on va dire tout simplement que l'application exponentielle moins ST, exponentielle moins T2 sur moins, voilà, sur 2 sigma 2. Bon, finalement, cette fonction, elle est très bien contenue sur le fermé 0 l'infini. On n'a pas de problème, bien sûr, en 0. Il suffit de voir que on a l'intégrabilité au voisinage de l'infini. Et ceci, bien sûr, il est clair, si vous voulez, parce que c'est un exponentiel. Le S est quelconque, d'accord, mais vous avez un t au carré ici. Ok, c'est un exponentiel finalement de moins t carré sur 2 sigma carré moins st. Et le t carré, voilà, le moins de t carré, ça va imposer, si vous voulez, sa propriété sur la limite. Donc, il suffit de quoi? Il suffit de le comparer par rapport à un intégral de Riemann et ça marche. C'est que on a cette quantité-là, lorsque tu le compares avec 1 sur T2, c'est bon, il est évidemment négligeable. Bon, pour donner quelques détails de calcul, comme j'ai dit, tu peux
dire que t au carré fois ça tend vers 0. Pourquoi? En écrivant toute l'expression sous forme d'exponentielle, et ça marche. Ça nous donne la limite égale à 0, c'est qu'elle est négligeable devant 1 sur t au carré. Et celle-ci nous permet très bien de dire que l'intégrale est convergente, vu que la fonction est intégrable. Bon, quelques remarques, comme d'habitude, dans le rapport pour cette question-là. Bon, c'est une question qui est traitée par la plupart, mais avec des lacunes de rédaction. Surtout ici, des étudiants oublient bien de parler, si vous voulez, de la continuité ou la continuité par morceau comme condition suffisante. Tout d'abord, pour parler après de l'intégrabilité, donc la fonction est continue tout d'abord sur le domaine, et après, on parle de l'intégrabilité. Mais souvent, les gens écrivent directement qu'elle est intégrable et ça marche. Il ne dit pas que la fonction est continue ou continue par morceau sur le domaine 0 l'infini. Et bien sûr, la réponse devient incomplète. D'accord? Il faut très bien parler tout d'abord de la continuité ou la continuité par morceau, et après, tu passes à comparer par rapport à l'intégrale de Riemann ou autre méthode. Aussi, le résultat de calcul dans la comparaison avec un intégral de Riemann à l'infini est fait sans petite vérification, donc presque toutes les copies. Bon, ici, l'histoire de l'intégrabilité des fonctions et comment on vérifie ça, ça devient une tâche, bon, excusez-moi, on peut dire bête chez les étudiants. N'importe quelle fonction, même lorsque tu donnes ici des fonctions comme les intégrales de Bertrand qui demandent un travail fin, yani, tout est au voisinage de l'infini, donc c'est négligeable devant 1 sur t carré. Au voisinage de 0, c'est négligeable de 1 sur racine de t. Donc c'est quelque chose qui est standard sans voir est-ce que c'est vraiment adéquat pour notre exemple. Donc ici, on va dire que dans pas mal de copies aussi, vérifie l'intégrabilité au voisinage de 0 sans l'existence d'aucun problème. Donc on trouve des gens qui disent que, et c'est pas dans cette question uniquement, c'est presque dans toutes les questions de vérification de l'intégrabilité, que lorsque tu as un domaine AB, donc toujours il écrit les choses ouvertes, 0 l'infini, c'est-à-dire l'ouvert 0 l'infini, même s'il n'y a pas un problème en 0, et vérifie l'intégrabilité en 0 en disant que c'est négligeable devant 1 sur racine de t, quelque chose comme ça, alors que c'est un exponentiel, c'est-à-dire c'est bien contenu. Bon, apparemment, que les gens, ils ont un petit problème dans l'histoire de l'intégrabilité. Peut-être il apprend juste ici le procédure, comment on vérifie, sans comprendre que vraiment, on ne vérifie l'intégrabilité que lorsque il y a un problème. On n'a pas la continuité, on n'a pas le prolongement par continuité. Hein, ok? En tout cas, les mathématiques, c'est une matière de raisonnement, c'est pas d'apprentissage. Donc, s'il vous plaît, essayez de comprendre les choses dans les normes pour bien rédiger. Bon, quelques recommandations comme d'habitude pour les futurs candidats. Donc, ici, le traitement de problèmes d'intégrabilité devient, comme j'ai dit, une tâche bête. Bon, j'ai dit ça parce que c'est vraiment très remarquable chez les étudiants, une comparaison non justifiée à une référence de Riemann, et ça marche. C'est-à-dire, tu lui donnes n'importe quelle intégrale, même comme j'ai dit, comme l'intégrale qui demande un travail fin. Je donne un exemple, par exemple, les intégrales de Bertrand. Toujours, c'est un petit tout de 1 sur T2 voisinage de. Mais c'est pas toujours le cas, parce que parfois, ça demande un alpha qui n'est pas un 2, qui n'est pas, bien sûr, je sais pas, un autre alpha qui est plus grand que 1, mais c'est vraiment, il est fine, c'est entre 1 et un autre réel qui est proche de 1, je sais pas quoi. Donc ici, il faut bien comprendre les choses pour bien rédiger. Et c'est pas toujours un recette près, c'est un petit tout de 1 sur t carré lorsque tu as besoin de l'intégrabilité à l'infini, ou c'est un petit tout de 1 sur racine de t, je sais pas quoi. Okay.
Lorsque les choses sont continues en un point, donc c'est pas la peine de l'écrire ouvert, je sais pas, 0 ou l'infini, après tu vérifies. Ça démontre très bien que t'as pas compris, si vous voulez, le problème d'intégrale ici, hein, d'accord? Et aussi au voisinage, donc lorsqu'il y a plus ou moins l'infini, il faut donner une petite, si vous voulez, justification de calcul pour que celle-ci ne devienne pas une tâche bête. Donc ça, c'est vraiment, il est très très fréquent dans les copies des étudiants. Bon, c'est tout ce qu'on a pour ces deux questions-là. On passe. On va poser maintenant l'application L de S, qui est égale à l'intégrale entre 0 et l'infini de l'exponentielle de moins st g sigma de t. Bon, normalement, c'est très bien connu cette application. C'est un problème classique dans le chapitre intégral à paramètres, appelé la transformée de Laplace de l'application G sigma. Bon, en tout cas, la question ici, c'est quoi? C'est de montrer que pour tout x dans R, 1 moins G sigma de x est égal à cette expression, donc c'est G sigma fois la transformée de Laplace de x, voilà, appliquée à x sur sigma carré de G sigma, multiplié par ce constante-là. Bon, dans ce type de question, je pense ici que, vu que l'expression ici, c'est plus ou moins plus compliqué peut-être, parce que c'est une transformée de Laplace appliquée fois G sigma, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il vaut mieux peut-être de commencer par la partie droite pour arriver à cette intégrale et voir c'est quoi le changement nécessaire pour trouver cette expression. Donc ici, si on prend x appartient à R et prenons le sigma fois racine de 2 pi fois g sigma de x fois la transformée de Laplace de g sigma appliquée à x sur sigma carré, on trouve que ça c'est égal à cette expression et à l'intérieur vous avez cette produit des exponentielles, c'est-à-dire c'est un exponentiel de la somme. Et je pense que c'est clair ici, si tu fais un 1,5 en facteur, bon, lorsque tu écris un exponentiel de tout le monde, ce qui est à l'intérieur, c'est autre qu'un produit remarquable, c'est-à-dire on trouve très bien que c'est égal à l'intégrale entre 0 et l'infini de exponentielle moins x plus t au carré sur 2 sigma carré entre 0 et l'infini. Et celle-ci, c'est bon, donc maintenant peut-être cette égalité devient plus claire. Donc, lorsqu'on a fait cette petite simplification de l'expression, hein, d'accord. Et c'est bien. Donc, il nous suffit donc de faire un petit changement de variable. N'oublions pas, bien sûr, que le 1 moins g sigma, c'est un intégral entre x et l'infini de g sigma. Et c'est bon. Il suffit de voir ça en tant qu'une nouvelle variable. Je sais pas, tu peux l'appeler u ou v ou n'importe quoi. Et l'intégrale devient de x à l'infini et ça marche. Donc, et ça, c'est exactement ce qu'on va dire en effectuant le changement de variable u égale t plus x, on obtient que l'expression à gauche, bien sûr, est égale à l'intégrale entre x et l'infini de l'exponentielle moins i2 sur 2 sigma 2 du fois 1 sur sigma racine de 2 pi, c'est qui est égal, bien sûr, à 1 moins grand G sigma de x d'après la question précédente. Ce qu'il faut démontrer, donc ici, il y a quelques, bien sûr, remarques dans le rapport de cette question-là. C'est que, tout d'abord, c'est une question qui est moyennement traitée par les candidats. Peut-être que les gens ne font pas attention que celle-ci, c'est un produit remarquable et c'est bon. Donc, dans ce passage-là, on ne trouve pas que des gens, si vous voulez, la plupart fait attention à ce changement de plutôt à ce produit remarquable. Yani. Aussi que la plupart n'achètent pas l'expression malgré la simplicité de changement de variable demandée. Autrement dit que tu trouves dans pas mal de copies que les gens arrivent à remarquer ce produit remarquable, mais n'achèvent pas, si vous voulez, ce changement de variable pour déduire que ça c'est neutre que l'intégrale entre x et l'infini. Donc, je pense que c'est pas délicat ce changement de variable, mais en tout cas.
on trouve que pas mal des candidats arrivent juste à ce point-là et n'achèvent pas la deuxième partie pour conclure. Ok, bon, ça c'est peut-être c'est une condition de concours que les gens ne font pas attention à ça, mais c'est vraiment ces pertes de points gratuites. Hein. Il faut bien sûr l'éviter. Bon, dans la question 15 maintenant, on a cette petite déduction, bien sûr, qui va utiliser les questions qu'on a déjà fait dans la 12e et la 14e. C'est une déduction sur la transformée de la place de G sigma appliquée à S à l'infini. Pourquoi c'est équivalente à cette, si vous voulez, expression hyperbolique, ok? Bon, l'idée, je pense que tout est prêt d'après les questions, comme j'ai dit, 14 et 12. Il suffit de dire ici que le 1 moins J sigma de X, c'est équivalent à sigma carré sur X fois J sigma de X. Ça, c'est déjà prouvé, d'accord? Et d'autre part, vous avez bien que le 1 moins J sigma de X, c'est égal à bien sûr cette expression, c'est d'après le 14, c'est que quoi? C'est qu'on a l'équivalence entre ces deux bien sûr quantités-là au voisinage de plus l'infini. Bon, ici, G sigma de droite et de gauche, donc on peut le simplifier que il reste le transformé de la place appliqué à X sur sigma carré. Bon, vous avez bien aussi que je peux faire un changement parce qu'il cherche un L de S, équivalent à L de S. Ça, c'est votre S. Et lorsque X tend vers l'infini, puisqu'on joue ici au voisinage de plus l'infini, ce S-là aussi tend vers l'infini. Donc, c'est un simple changement de variable pour arriver à trouver notre équivalent. C'est bon. Donc, ici, on va simplifier par le G sigma que c'est bon, il ne s'annule jamais, évidemment. Et il en découle évidemment cette équivalence au voisinage de plus infini avec ce changement de variable. Il faut dire peut-être ici, entre parenthèses, que ça va, on a ce S-là qui est égal à X sur sigma 2. Ça tombe bien vers l'infini lorsque X tend vers l'infini et le résultat découle. Bon, les remarques autour de cette question, c'est que c'est une simple déduction qui est traitée dans presque toutes les copies, mais parfois les gens oublient la tâche de limite dans le changement de variable, comme j'ai dit. C'est que lorsque S, voilà plutôt X tend vers l'infini, pour ce S-là qui est égal à X sur sigma 2, le S aussi tend vers l'infini, d'accord? Et c'est bon, donc ça c'est votre 15e question et c'est la dernière dans la partie 2. Je vous remercie très bien de nous suivre jusqu'au bout pour cette vidéo-là. Ça c'est la 3e partie. Pour la vidéo prochaine, Inch'Allah, un peu d'équation différentielle et un travail sur l'opérateur T sigma de F, quelques propriétés si vous voulez, donc préparez vos travail. Merci de donner votre opinion sur des commentaires ou des questions autour de ce qu'on a fait. Préparez, c'est pour éclairer ton chemin, pour vous aider dans votre vision. Merci à tous. Salam.